8,74 milliards de dollars américains. C'est la somme exacte dépensée entre 1999 et 2010 pour une seule mission onusienne en République démocratique du Congo. Un chiffre vertigineux qui pourrait faire tourner l'économie de plusieurs pays africains pendant des années. Et pourtant, 27 ans après sa création, l'Est du Congo saignait toujours. Le 27 janvier 2025, Goma tombait aux mains du M23 sous les yeux de milliers de casques bleus. Une défaite qui résume à elle seule le paradoxe tragique de la MONUSCO. La plus grande et la plus coûteuse mission de maintien de la paix au monde n'a pas empêché la plus grande ville qu'elle devait protéger de basculer dans les mains des rebelles. Février 2026. Nous sommes à un tournant historique. L'Afrique du Sud vient d'annoncer le retrait de ses 700 soldats, l'épine dorsale de la brigade d'intervention, cette force offensive créée après l'humiliation de 2012. Le mandat de la mission a été prolongé jusqu'en décembre 2026, non par conviction, mais par défaut. On ne retire pas les pompiers quand l'immeuble flambe. La question qui brûle toutes les lèvres congolaises n'est plus de savoir si la MONUSCO doit partir, mais pourquoi elle n'a jamais vraiment réussi à rester utile. Bienvenue dans Inside News Review. Aujourd'hui, nous disséquons l'histoire d'une présence qui divise. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC. Une nécessité vitale pour les uns, une contrainte humiliante pour les autres. Au fil de cette enquête en 2 volets, nous remonterons le temps jusqu'aux racines de cette intervention. Nous plongerons dans les méandres de son financement opaque et nous confronterons les promesses onusiennes aux cadavres qui jonchent encore les routes du Kivu. Préparez-vous. Pour comprendre la MONUSCO de 2026, il faut revenir à l'année 1999, au cœur de ce que les historiens ont baptisé la Première Guerre mondiale africaine. La Deuxième Guerre du Congo fait rage. 6 armées régulières s'affrontent sur le sol congolais. La RDC, soutenue par l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie, contre le Rwanda et l'Ouganda qui appuient des rébellions locales. Le bilan est catastrophique. Des centaines de milliers de morts. L'économie du pays en ruine. Les civils pris en étau entre des forces qui pillent, violent et massacrent. Le 10 juillet 1999, sous la pression internationale, les belligérants signent l'accord de cessez-le-feu de Lusaka en Zambie. Ce texte prévoit l'arrêt des hostilités, la libération des prisonniers, le désarmement des milices génocidaires rwandaises réfugiées au Kivu. Et surtout, il appelle au déploiement d'une force de maintien de la paix des Nations Unies. Le Conseil de sécurité répond favorablement. Le 30 novembre 1999, la résolution 1279 crée la MONUC, mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo. Son mandat initial est modeste. Observer le cessez-le-feu, assister la commission militaire conjointe, recueillir des informations sur la situation sécuritaire. Rien de plus. Au départ, 500 observateurs militaires, pas une force de combat. L'ONU mise sur la diplomatie, pas sur la dissuasion armée. Cette retenue initiale, logique d'un point de vue juridique relevant du chapitre 6 de la Charte des Nations Unies, porte déjà en germe la frustration future des populations qui attendront une protection active que le mandat ne permettait pas d'offrir. C'est le premier malentendu. Les Congolais espéraient des soldats, l'ONU envoyait des observateurs. La décennie 2000-2010 voit la mission grossir de manière exponentielle. Les résolutions se succèdent, élargissant progressivement le mandat. En 2007, la MONUC atteint son pic d'effectifs autorisés. 19 815 militaires, 760 observateurs, 391 policiers et 1050 policiers en unités constituées. La mission devient le pilier logistique des élections de 2006, les premières élections pluralistes depuis plus de 40 ans. Sans les hélicoptères et les avions de l'ONU, le matériel électoral n'aurait jamais atteint les provinces reculées dans un pays continent dépourvu de routes. C'est un succès incontestable. Mais déjà, les critiques montent. Pourquoi cette mission colossale n'empêche-t-elle pas les massacres dans l'Ituri et les Kivu? Pourquoi les casques bleus restent-ils passifs quand les milices attaquent des villages à quelques kilomètres de leur base?
la question de la contrainte commence à se poser, celle d'une présence qui occupe l'espace sans résoudre le problème de fond. Cette montée en puissance culmine avec un tournant doctrinal majeur qui va redéfinir la nature même de la mission onusienne en RDC. Le 28 mai 2010, le Conseil de sécurité adopte la résolution 1925. Deux changements majeurs sont actés. Premièrement, la MONUC devient la MONUSCO, mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, à compter du 1er juillet 2010. L'ajout du terme « stabilisation » n'est pas cosmétique. Il indique que la mission ne se contente plus d'observer un statu quo, mais doit activement aider l'État congolais à affirmer son autorité sur le territoire. Deuxièmement, le mandat bascule explicitement sous le chapitre 7 de la Charte, autorisant l'usage de la force létale non plus seulement pour la légitime défense des casques bleus, mais pour la protection des civils et théoriquement la neutralisation des menaces. La MONUSCO devient une force de combat potentielle. Mais ce changement répond aussi à une demande pressante du gouvernement congolais qui, à l'aube du cinquantenaire de l'indépendance en 2010, souhaitait voir la mission évoluer vers une logique de soutien aux institutions plutôt que de tutelle sécuritaire. C'est le début d'un malentendu durable. Kinshasa voit dans la stabilisation un appui logistique pour écraser ses ennemis, tandis que l'ONU y voit un processus holistique incluant droits de l'homme, bonne gouvernance et démocratie. Ce divorce conceptuel mine la mission jusqu'à aujourd'hui. Parlons maintenant de l'argent. Car derrière les discours humanitaires, la MONUSCO est avant tout une machine budgétaire gigantesque. Pour l'exercice fiscal allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, malgré le retrait partiel du Sud Kivu, l'Assemblée générale des Nations unies a approuvé un budget avoisinant le milliard de dollars, 1,04 milliard précisément. Pour l'exercice 2025-2026, avec la crise du M23 qui impose le maintien des effectifs, le budget tourne autour de 960 millions de dollars. À titre de comparaison, c'est l'équivalent du budget annuel de plusieurs ministères congolais réunis. Depuis 1999, la facture totale dépasse largement les 20 milliards de dollars. 20 milliards pour une mission qui n'a pas empêché Goma de tomber. 20 milliards qui auraient pu construire des hôpitaux, des écoles, des routes. Mais qui paie cette facture astronomique? Contrairement à une idée reçue dans l'opinion publique congolaise, ce n'est pas la RDC qui finance directement la MONUSCO. Le budget des opérations de maintien de la paix de l'ONU repose sur un système de contribution obligatoire des États membres, selon une clé de répartition fixée par l'Assemblée générale. Cette clé est basée principalement sur le niveau de richesse de chaque pays. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité versent une part plus élevée en raison de leurs responsabilités particulières pour la paix et la sécurité internationale. Pour l'exercice 2024-2025, les principaux bailleurs de fonds sont les États-Unis en tête avec 26,95% du budget global, suivi par la Chine avec 18,69%, le Japon avec 8,03%, l'Allemagne avec 6,11% et le Royaume-Uni avec 5,36%. Ces 5 pays financent à eux seuls près de 65% de la facture. Ce sont donc les grandes puissances, et non Kinshasa, qui sortent les dollars pour payer les salaires des casques bleus, l'entretien des hélicoptères et les rations alimentaires. Mais affirmer que la RDC ne paie rien serait une lecture trop superficielle. Le coût pour l'économie nationale est indirect, mais bien réel. Premièrement, en vertu de l'accord sur le statut des forces, la MONUSCO, ses sous-traitants et son personnel expatrié bénéficient d'exonérations massives de taxes douanières et fiscales sur toutes leurs importations. Carburant, véhicules, nourriture, équipements. Ce manque à gagner fiscal pour le trésor public congolais se chiffre en dizaines de millions de dollars par an. Des millions qui ne financent ni les écoles ni les hôpitaux. Deuxièmement, la présence de milliers de fonctionnaires internationaux avec des salaires en dollars a provoqué une inflation immobilière spectaculaire dans les villes comme Goma et Bukavu. Les loyers explosent.
le coût de la vie s'envole, rendant le quotidien insupportable pour les Congolais ordinaires. C'est ce qu'on appelle en économie la maladie hollandaise locale, une bulle économique où les meilleurs talents nationaux sont aspirés par la mission au détriment de l'administration publique et du secteur privé. Troisièmement, et c'est peut-être le coût le plus lourd, il y a le coût d'opportunité souveraine. En s'appuyant sur la MONUSCO pour la sécurité et la logistique, l'État congolais a retardé les investissements nécessaires dans ses propres infrastructures militaires et civiles. Pourquoi investir dans une armée de l'air quand l'ONU a des hélicoptères? Pourquoi former des démineurs quand les experts onusiens s'en chargent? C'est le piège de la dépendance. Ce qui devait être temporaire s'est installé dans la durée, et le sevrage sera douloureux. Cette architecture financière biaisée alimente le sentiment que la MONUSCO est davantage une contrainte qu'une nécessité, car elle maintient le pays dans une position d'assisté chronique. Mais au-delà des chiffres comptables, l'argent dépensé a-t-il produit les résultats escomptés? La réponse oblige à examiner ce que la MONUSCO a réellement accompli sur le terrain, et surtout ce qu'elle n'a pas réussi à faire malgré ses moyens colossaux. Il serait intellectuellement malhonnête de nier que la MONUSCO a enregistré certaines réussites. Entre 2003 et 2006, la MONUC a été l'architecte logistique de la réunification territoriale du pays, permettant la circulation des biens et des personnes entre l'Est et l'Ouest, divisés auparavant par les lignes de front. Sans cet effort, le Congo aurait pu se fragmenter définitivement en entités irréconciliables. Les élections de 2006 resteront dans l'histoire comme un moment où l'ONU a prouvé sa capacité de projection logistique dans un environnement hostile. Transport aérien du matériel électoral, sécurisation de certains bureaux de vote, appui technique à la Commission électorale nationale indépendante, la mission a joué un rôle déterminant. Joseph Kabila lui-même a reconnu publiquement que sans la MONUC, ces élections n'auraient pas pu se tenir. La composante désarmement, démobilisation et réintégration de la MONUSCO peut également afficher un bilan chiffré. Entre 2012 et 2022, la mission signale avoir désarmé environ 6700 combattants congolais, libéré 2900 enfants associés à des groupes armés et rapatrié plus de 1800 combattants étrangers avec 2240 dépendants. Des chiffres significatifs, même si dérisoires face à l'ampleur du phénomène des groupes armés dans l'Est. Par ailleurs, plus de 200 projets de réduction de la violence communautaire ont bénéficié à plus de 22 000 personnes entre 2016 et 2022. Ce sont des micro-réussites qui changent des vies à l'échelle locale, mais qui disparaissent dans le bruit médiatique des massacres. Le fait d'armes le plus spectaculaire de la MONUSCO reste la défaite militaire du M23 en novembre 2013. En 2012, le mouvement rebelle avait humilié l'armée congolaise en prenant Goma. La passivité de la mission à ce moment-là avait provoqué un scandale international et une colère intense en RDC. En mars 2013, le Conseil de sécurité adopte la résolution 2098, créant la brigade d'intervention de la force, composée de 3000 soldats sud-africains, tanzaniens et malawites. Contrairement au casque bleu traditionnel, cette brigade reçoit un mandat offensif explicite pour neutraliser et désarmer les groupes armés. C'est une exception doctrinale majeure dans l'histoire du maintien de la paix. En novembre 2013, en coordination étroite avec des unités FARDC mieux entraînées sous le commandement du colonel Mamadou Nadala, la brigade d'intervention utilise artillerie, frappes aériennes d'hélicoptères Royvalk et opérations terrestres pour écraser le M23. Le mouvement bat en retraite rapidement et cesse d'exister comme force organisée. C'est l'un des rares exemples où l'ONU revendique clairement une victoire militaire. Mais cette victoire apparaît aujourd'hui, en février 2026, comme une illusion de courte durée. Car le M23 a ressurgi en 2021, plus fort et mieux équipé qu'avant, jusqu'à reprendre Goma en janvier 2025.
La neutralisation n'était donc pas définitive. Pourquoi? Parce que la MONUSCO peut gagner des batailles tactiques, mais elle ne peut pas résoudre les causes structurelles du conflit. L'exploitation illégale des minerais, l'ingérence régionale du Rwanda et de l'Ouganda, la faiblesse institutionnelle de l'État congolais, l'impunité des auteurs de crimes de guerre. Ces problèmes dépassent le mandat d'une mission onusienne. C'est là que le bas blesse. En se concentrant sur des tâches opérationnelles immédiates, la MONUSCO a involontairement servi d'alibi à l'absence de réformes politiques et militaires profondes. Tant que les casques bleus étaient là, l'urgence de bâtir une armée républicaine et efficace a été diluée. Cette béquille est devenue insupportable tout en restant indispensable, piégeant le Congo dans une dépendance toxique. Le paradoxe central de la MONUSCO tient en une phrase terrible. Malgré un mandat très clair de protection des civils par tous les moyens nécessaires dans les zones de déploiement, les attaques contre les populations ont continué à un niveau dramatique. Les massacres récurrents de Beni, débutés en 2014 et se poursuivant jusqu'à aujourd'hui, symbolisent cet échec. Depuis octobre 2014, les rebelles des forces démocratiques alliées attaquent des villages, tuent des civils à l'arme blanche, souvent à quelques kilomètres, voire quelques centaines de mètres de base de la MONUSCO. Les habitants de Beni ont scandé une accusation dévastatrice. Ils regardent pendant qu'on nous tue. Cette accusation n'est pas totalement injuste. Sur le terrain, les unités de la MONUSCO sont souvent trop peu nombreuses pour couvrir des territoires immenses. Même au pic de ses effectifs, la mission disposait d'un soldat pour 150 km² dans les zones de conflit. Cette densité est dérisoire pour assurer une protection statique efficace. De plus, la mission reste très dépendante de l'armée congolaise, elle-même fragmentée, parfois impliquée dans des violations graves. Les règles d'engagement des casques bleus sont prudentes. Ils ne peuvent intervenir que si la menace est imminente et clairement identifiée. Or, dans une guerre asymétrique où les combattants se fondent dans la population civile, identifier la menace avant qu'elle ne frappe est presque impossible. Résultat, la MONUSCO arrive souvent pour compter les corps après les massacres, alimentant l'accusation de complicité passive. L'Ituri connaît le même calvaire. Les milices Codeco opèrent au sein de la population, attaquant des villages reculés que les patrouilles blindées sur les axes principaux ne peuvent atteindre à temps. Les attentes de la population dépassent largement ce qu'une mission de l'ONU, même massive, peut accomplir dans un pays-continent avec des dizaines de groupes armés. Mais pour l'opinion publique congolaise, le constat est simple et brutal. Les massacres continuent malgré 20 000 casques bleus et plus d'1 milliard de dollars par an. Cette perception d'inefficacité a nourri une colère qui explose régulièrement. En juillet 2022, des manifestations anti-MONUSCO éclatent à Goma, puis à Beni et Butembo. Des manifestants dénoncent l'inaction de la mission et réclament son départ. Des bases de l'ONU sont pillées, incendiées. Des casques bleus et policiers sont tués. La répression provoque la mort d'au moins 36 personnes, civils et casques bleus confondus, selon le gouvernement. Le 31 juillet 2022, à un poste frontalier à Kasindi, des casques bleus ouvrent le feu, tuant au moins 2 personnes et en blessant plusieurs autres. Les soldats impliqués sont arrêtés en attendant enquête. Mais l'événement choque profondément et renforce l'image d'une force étrangère dangereuse, qui non seulement ne protège pas, mais peut aussi tuer des Congolais qu'elle est censée défendre. Cette violence illustre la rupture totale de confiance entre la mission et les populations. Nous venons de traverser 27 ans d'une histoire complexe, celle d'une mission née d'une guerre dévastatrice, gonflée par des budgets colossaux financés par les grandes puissances, et qui a oscillé entre quelques victoires tactiques et une impuissance stratégique face aux massacres quotidiens. La MONUSCO a aidé à organiser des élections, désarmé des milliers de combattants, vaincu le M23 en 2013, mais elle n'a pas empêché Beni de saigner, ni Goma de tomber une seconde fois en janvier 2025. La question nécessité ou contrainte commence à trouver des éléments de réponse. Nécessité pour éviter l'effondrement total dans les années 2000, oui.
mais contrainte prolongée qui a figé les réformes structurelles et maintenu le Congo dans une dépendance humiliante. Également, oui, l'équation est plus complexe qu'un simple jugement binaire. Mais nous n'avons encore rien dit des scandales qui ont définitivement brisé le contrat moral entre la MONUSCO et le peuple congolais. Nous n'avons pas encore évoqué les abus sexuels massifs, les enfants abandonnés, les accusations de complicité avec les réseaux de trafic de minerais. Nous n'avons pas encore analysé la situation catastrophique de février 2026, avec le retrait de l'Afrique du Sud et l'occupation de Goma par le M23 sous les yeux des derniers casque-bleus. Tout cela fera l'objet du second épisode de cette enquête. La vérité sur la MONUSCO est un miroir brisé. Chaque fragment reflète une facette différente. Espoir déçu, argent gaspillé, vie sauvée, vie perdue, promesses trahies. Dans notre prochain épisode, nous plongerons dans les zones les plus sombres de cette mission. Préparez-vous à affronter des témoignages qui dérangent, des chiffres qui accusent, et une conclusion qui ne laissera personne indifférent. Restez avec nous. La suite arrive, et elle fait encore plus mal.